sous X, il fait bon, pas de dérapage, on parle de porno, mais il faut pas qu'on fasse un truc clean, propre, pas aller trop loin. Et tu sais ce qu'il dit? Il dit aujourd'hui les jeunes se sucent la bite dans les écoles. C'est quoi ça, les jeunes se sucent la bite? Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour, bonsoir, le blob n'est pas qu'un poisson avec un gros nez et vous écoutez l'école des facs, un podcast bimensuel de chroniques aux sujets variés parlant technologie et ou vie numérique. Ce soir on va parler bulles filtrantes et porno avec en première partie Kepra. Bonsoir Kepra. Bonsoir. Toi tu vas nous apporter un nouvel angle sur les bulles filtrantes. Tout à fait, parce qu'on parle beaucoup de la bulle filtrante d'un côté et je pense qu'il y a d'autres visions de la bulle filtrante que nous omettons trop souvent. Merci Kepra. Et ce soir donc nous accueillons une invitée, Lismel. Bonsoir Lismel. Bonsoir. Et toi, tu nous amènes donc la deuxième chronique, qui est sur le porno. Oui, voilà. Je trouvais que vous étiez un peu trop sage jusqu'à présent, donc... Un peu trop sale, j'ai mal entendu. Sage. D'accord. Je trouvais que vous étiez un peu trop sage. Non, on va parler de comment le porno amateur a été transformé par l'arrivée du numérique. Pardon maman. Désolé, je la connais pas, je suis désolé. Avec nous donc dans le studio virtuel, vous l'avez entendu, Flashty. Bonsoir Flashty. Bonsoir. Salut, vous allez bien? Quelqu'un peut dire ta gueule à François ou vous voulez que je le fasse? On va dire bonsoir à François Courtis, comme ça il pourra dire bonsoir à tout le monde et après... Hello everybody. And welcome. Loise, bonsoir Loise. Salut Emric, salut tout le monde. Et Sous-X, bonsoir Sous-X. Salut à toutes et à tous. Bonsoir mes amis. Cette émission va être horrible. Tout de suite avec la chronique de Kepra. Dans la bulle du créateur. Donc, tu m'as très bien introduit en effet sur la bulle filtrante. J'ai découvert, alors qu'on dit tout le temps bulle filtrante, qu'on parlait plus de bulle de filtre en réalité. Donc je vais parler de bulle de filtre dans cette chronique. Vous connaissez le concept de cette bulle de filtre qui a été rendu particulièrement populaire lors des élections présidentielles américaines de 2016. Le principe est globalement que sur le web, et en particulier sur Facebook, via les différents algorithmes, les utilisateurs sont exposés à des contenus correspondant à leur point de vue, qu'il s'agisse d'articles d'actualité, de vidéos ou de simples messages de leurs amis. Un cercle vicieux qui ne facilite clairement pas la remise en question. On s'intéresse généralement à l'impact que cela a sur les consommateurs de ces contenus. Mais qu'en est-il des créateurs ? C'est ce que j'ai voulu creuser. Ce concept de bulle filtrante au niveau créateur était particulièrement vrai dans le monde pré-numérique. On avait des magazines sur abonnement, des journaux qu'on disait très clairement étiquetés plutôt à gauche, à droite, etc. Et l'arrivée d'un médium où tout est accessible à tous peut nous laisser penser que tout le monde est exposé à tout. Ce qui rendrait alors l'évangélisation d'un message beaucoup plus simple, mais on voit bien avec la bulle filtrante que ce n'est pas le cas. Si les consommateurs sont principalement exposés à des contenus avec lesquels ils sont en accord, cela applique a priori, même si c'est un petit peu détourné, qu'il y a plus de chances que les créateurs de contenus s'adressent également prioritairement à des consommateurs en accord avec eux. Mais quels peuvent être les impacts d'un tel filtre pour un créateur ? Tout d'abord, j'y vois un risque de réassurance un peu extrême de ces points de vue. Si jamais je suis lu, écouté ou regardé par des personnes partageant mon point de vue, il y a fort à parier que je ne vais pas être trop remis en question et que je vais donc penser que j'ai forcément raison. Pire, les seules personnes n'étant pas de mon avis et se retrouvant malgré tout exposées à mes contenus seront sans doute à l'extrême inverse de mes idées, venant simplement les contrer pour montrer qu'ils existent, à base d'une certaine mauvaise foi, et si accidentellement ce sont des personnes raisonnées, ma communauté ne pourra, quoi qu'il en soit, pas s'empêcher de les remettre à leur place et me confortera dans mon idée. Deuxièmement, j'y vois aussi une
possible déconnexion face à la réalité de la masse. L'exposition auprès de gens qui pensent comme le créateur peut donner l'impression que le message diffusé est passé auprès du plus grand nombre. C'est la force d'Internet, on a cette exposition massive, que la mission est menée à bien. C'est particulièrement le cas pour les causes militantes, qu'il s'agisse d'alimentation, je pense au véganisme, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres, on va dire que le véganisme est particulièrement dans les sujets d'actualité, ou autres... Pourquoi tu les aimes pas ? Je n'ai rien contre eux. Ou sujet sociétal à polémique, le féminisme dont on parle beaucoup. Je prêche souvent des convaincus. Des amateurs de véganisme vont suivre des pages, des chaînes YouTube sur le véganisme. Des féministes vont suivre des blogs de féministes. Et ces gens-là, les gens à qui je m'exprime, à qui je m'adresse, vont me dire que ce que je fais est trop bien, que j'ai trop raison, etc. Mais finalement, si je fais ces contenus, est-ce que c'était réellement initialement pour conforter le sentiment de gens qui pensent déjà comme moi, ou en réalité faire réfléchir ceux qui pensent différemment ? Ce qui nous amène au troisième point, avec un possible sentiment d'incompréhension qui va pousser à l'extrême. Une fois qu'on a passé ces deux paliers de « j'ai une audience qui s'intéresse à mon message » et « visiblement mon message passe bien, j'ai réussi à convaincre », on arrive rapidement à une troisième étape de « il y a une certaine incompréhension quand on se rend compte que malgré tous ces efforts et un adoubement par une communauté plus ou moins massive, le message n'est pas réellement passé. » On peut tomber alors dans une parano et dans une sensation qu'il faut absolument être plus brutal dans ses mots ou ses actions pour enfin véhiculer son message. Ça peut passer par quelque chose d'assez simpliste, comme du putaclic, qui nous téléporte assez vite dans un monde digne d'idiocratie. Par exemple, un article pourrait s'intituler « Les 10 raisons pour lesquelles la choucroute est le meilleur plat du monde, la 5e va étonner les allergiques » ou par des mesures plus virulentes, loin du clavier, qui sont diffusées dans les médias traditionnels, que Madame Michu verra, au risque de desservir la cause. En effet, Madame Michu n'aura absolument pas vu le message pédagogue que l'émetteur du message croit connu de tous. Parce que dans sa bulle filtrante, l'émetteur a déjà vu les messages pédagogiques 150 fois, donc pour lui, tout le monde les a forcément vus. Il est donc passé par un message choc pour passer un message qui au final ne peut pas être compris par les non-exposés au message initial. On peut parfois sortir de ce schéma, parce que le créateur est finalement assez généraliste. On peut penser dans ces dernières années à Pénélope Bagieux et le chalutage profond, ou parce que le style est assez digeste, voire populiste, ou en tout cas assez vulgarisé, et parce que ces contenus sont relayés par les vieux médias. Je pense à des personnes comme Emma Clit qui ont été relayées sur des thématiques où initialement elles sont suivies par des gens qui sont quand même très convaincus par la cause. Ces exceptions peuvent donner l'impression aux créateurs de contenu qu'ils sont entendus par le monde entier, mais je pense qu'ils se trompent, ils restent la plupart du temps enfermés dans leur bulle. Ah, comme j'aimerais que les utilisateurs, sans avoir à chercher par eux-mêmes, soient automatiquement exposés à des contenus offrant un point de vue différent sur chaque sujet consulté. Cela leur serait bénéfique, mais je pense davantage encore aux créateurs, qui pourraient alors enfin jauger l'impact de leur contenu et se remettre en question sur base d'une exposition sortant des diverses bulles. Et vous, en cette nouvelle année, à part dans le champagne, vous les aimez les bulles ? Bien sûr. Mersozix, vas-y, c'est toi qui prends la main. Alors, Kepra, mon cher Kepra, ne sais-tu pas que les commentaires sur les sites web des magazines Clubic et autres Numérama sont en général très virulents envers ces gens qui écrivent les articles et ne pardonnent rien. Mais je pense que sur Clubic, en l'occurrence, oui, on n'est pas sur des sujets polémiques. Mais oui, je t'écoute. Je t'écoute. La communauté est parfois elle aussi virulente envers son prophète. Coucou Jésus. Les bulles sont les mêmes pour tous malheureusement, et seul un compte Twitter ou un journal faisant une curation aveugle, donc pas de curation au final, permettra d'avoir un accès sur un site, un journal ou tout autre support de diffusion où toute info serait traitée. Mais la totalité, que ce soit un point de vue de droite, de gauche, d'extrême. Mais ce que tu regrettes au travers de la bulle, en fait, c'est de demander à des gens d'arrêter de faire les feignants, comme dirait Loise, parce que toutes ces informations, elles existent déjà, elles sont sur le web. Et donc tu demandes à la fois aux consommateurs et aux créateurs de contenu d'avoir une démarche militante, mais ces gens-là restent humains et sont tout aussi feignants au final que leurs lecteurs.
N'ai-je pas raison? Non, mais justement, c'est l'ouverture vers laquelle j'allais, qui est que rien n'empêcherait un Facebook, par exemple, connaissant les points de vue des différents auteurs sur des sujets, à travers les personnes qui les suivent, etc. Il pourrait très bien mettre en avant un contenu qui est partagé en disant « Découvrez un autre point de vue à travers tel contenu ». Et ça serait totalement faisable, automatisé, et sans avoir à demander aux gens d'arrêter d'être fainéants, parce que en effet, c'est beaucoup plus simple de faire travailler la machine pour apporter le contenu, plutôt que de demander aux gens d'arrêter d'être fainéants et d'être anti-Macron. François Courtis, as-tu quelque chose à dire ? Oui, parce que si on se place du côté du créateur, puisque c'est un peu l'angle de ta chronique, en tant que créateur, je pense qu'il vaut mieux il faut mieux être reconnu dans une petite bulle plutôt que d'être une petite star mainstream. À mon avis, premièrement déjà c'est plus facile à monétiser, et deuxièmement c'est plus flatteur pour son ego, d'être reconnu entre ses pairs qu'entre Madame Michu, comme tu dis. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est moi en fait je suis pour les bulles, dans le sens où plus tu vas loin dans la bulle, plus tu es enfermé dans ta bulle, plus tu es enfermé dans l'extrémité, et je pense que l'extrémité quelque part est bonne. Premièrement parce que en fait selon moi tout ressenti, même s'il y a une grosse part de fake, en fait tout ressenti a une part de vérité. Et deuxièmement parce que quelque part dans la bulle on va plus loin dans la pensée, dans cette extrémité. Par exemple tu parlais des véganes, et même si je surveille hein. J'attends le point Zemmour, tu sais. non mais ça va être positif. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, on sait clairement que l'ensemble des Français n'adoptera jamais le véganisme, parce que la culture, tout ça, c'est trop important, la culture omnivore. Parce que tout est bon dans le cochon. Oui, voilà. Mais pour autant, je pense que, je sais pas, une association omnivore raisonnée n'aurait pas eu autant d'impact que les actions des associations véganes qui, par exemple, ont filmé les abattoirs, etc., etc. Mais elles ne se seraient pas battues pour les mêmes choses. Ouais, elles se seraient pas battues pour les mêmes choses. Et moi, le point que j'évoque là, c'est surtout que les véganes parlent aux véganes, et qu'il faut atteindre le point... le point vidéo dramatique, etc., pour que ça arrive au très grand public. Et donc, est-ce que c'est vraiment la meilleure des choses que ce soit ces contenus-là qui essayent de faire passer le message, ou est-ce que, justement, il y a plein de contenus qui sont des véganes pour les véganes, où tout le monde applaudit et dit « Ah ouais, c'est vraiment exceptionnel ce que tu dis ». Et en effet, le contenu est peut-être très intéressant, mais il atteint surtout des véganes. Et c'est là où je disais le point de pousser à l'extrême, c'est qu'en effet, on arrive à des associations qui se disent « Mais c'est incroyable, personne ne comprend notre message, pourtant on a l'impression sur Internet, ils nous disent tous que c'est super ce qu'on fait. Eh ben on va aller dans du choc. » Mais je sais pas si c'est la meilleure solution. C'est le point de... Il vaut mieux rester dans sa bulle avec sa communauté. Je pense que pourquoi faut toujours vouloir aller... Enfin, j'en parlerai après, mais peut-être que c'est pas obligatoire de vouloir aller vers les autres tout le temps. Eh bien, je trouve ça triste. Ismaël, quel était ton avis sur la chronique de Kebra ? Sur la conclusion, en fait, moi, je suis complètement d'accord avec lui, dans le sens où les créateurs, j'aimerais bien qu'ils soient un peu moins persuadés de posséder la vérité, la seule qui existe, et puis si vous n'êtes pas d'accord, taisez-vous. Mais en fait, je pense que c'est juste impossible d'espérer sortir de la bulle, non pas que ce soit pas souhaitable, mais en fait, ça a quand même, je sais pas, depuis les années 50 à peu près, qu'on sait que les gens, c'est pas nouveau, c'est pas arrivé avec les algorithmes, que les gens filtrent les informations et qu'ils intègrent que les informations qui les intéressent. Il y avait une étude sociologique, je crois, qui était dans les États-Unis, au moment des élections américaines. Et à l'époque, en fait, la théorie, c'était que les médias étaient tout puissants. Il y avait la métaphore de la seringue, en fait. Dès qu'il y a une information qui est dans les médias, c'est comme si on la mettait directement dans le cerveau des gens. Et en fait, ça a été
complètement démonté parce qu'il montrait au contraire que les gens ont des filtres et qu'ils intègrent les informations qui les intéressent, donc ça les renforce, et ils repoussent, ils donnent moins d'importance aux informations qui viennent contredire leurs croyances. Donc pour moi, s'imaginer qu'on peut sortir d'une bulle, en fait, je pense que c'est impossible. Même si tu obliges les gens en leur disant voilà vos 5 informations de la journée et il y a de tout, les gens en fait ils vont ne retenir que ce qui les intéresse. Et puis t'as abordé 3 étapes aussi, t'as dit donc la réassurance, la déconnexion et l'incompréhension. Et en fait j'en vois une 4e qui est l'étape d'après, c'est l'intolérance. Et là pour le coup c'est peut-être un peu plus nouveau et c'est peut-être un peu plus lié aux réseaux sociaux, au fait que maintenant il y a des gens qui sont sur YouTube pour donner leur avis sur tout. Mais si je repars dans les années 50 aux États-Unis, etc., il y avait des vraies querelles entre les journaux, entre les médias, entre les journalistes par exemple. Mais il y avait quand même un minimum de respect entre eux et les gens ils se parlaient et ils s'écoutaient surtout. C'est-à-dire qu'ils lisaient les articles des autres et puis ils prenaient en compte leurs arguments et après ils faisaient leur argumentaire pour le démonter, mais ils s'écoutaient. Et aujourd'hui en fait, je trouve que tu ne peux, dès que tu exprimes une opinion qui est en dehors de la bulle, en fait tu perds toute légitimité auprès de la communauté dont tu t'extrais du coup, et tu deviens carrément en fait l'ennemi quoi. Et l'ennemi qu'il faut faire disparaître. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus important aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux. Oui, c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant, en effet, avec les réactions des quelques personnes, les quelques brebis qui tombent là et qui essayent de dire non, mais moi je pense qu'en fait, il y aurait tel... Et là, il y a toute la communauté, en effet, qui se met à sauter dessus et qui dit mais non, mais tu dis n'importe quoi, il a raison dans ce qu'il dit. Et, oui. Ouais, c'est ça, c'est que ça devient tout de suite hyper violent, hyper... Ouais. En fait, c'est comme si tu touchais les gens dans ce qu'ils sont, dans leur être, quoi. Enfin, moi, je sais que je me suis déjà fait donner des leçons sur c'est quoi être féministe, alors que, je comprenais même pas pourquoi est-ce qu'on me disait que j'étais une mauvaise personne juste parce que j'étais pas tout à fait d'accord sur le débat et puis ça vaut pour tout quoi, le véganisme ou n'importe quel sujet quoi, mais c'est devenu impossible, j'ai l'impression, de débattre. Parce que les réseaux sociaux ont donné un mégaphone à tout le monde et malheureusement aux cons. Je pense plutôt que parce qu'en fait c'est même plus des bulles en fait, maintenant c'est un bunker quoi. Je veux dire, avant t'avais une bulle mais tu pouvais l'éclater la bulle. Maintenant c'est chacun dans son univers. Il y avait quand même moins de bulles, tu vois. Enfin, les nouvelles techno, elles ont quand même démocratisé le fait que tout le monde donne son avis. Je pense qu'avant les gens étaient dans des toutes petites bulles qui étaient souvent la bulle familiale et la bulle du boulot. Et maintenant ils se retrouvent devant un auditoire qui est mondial. Et ils donnent des avis sur des choses pour lesquelles ils ne sont pas forcément qualifiés, quoi. Ouais, maintenant t'es plus facilement en contact en fait avec les gens qui sont comme toi mais qui sont à des milliers de kilomètres, quoi. Alors qu'avant, pour trouver le vegan qui était dans ton bled, fallait y aller, quoi. Ouais, et du coup, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça a peut-être ça a peut-être montré ou surligné l'intolérance des gens envers d'autres personnes qui ont des avis contraires ou juste des avis différents, quoi. Ça fait une sorte de caisse de résonance là-dessus, je trouve. Et si je peux continuer, je vais redire ce qu'a dit Sous-X, mais je pense qu'effectivement les gens vont pas chercher l'info parce qu'ils sont feignants et qu'ils n'ont pas le temps. Mais ça, c'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse plus, c'est que deux des exemples que tu as cités, qui ont percé les bulles des créateurs, c'est des exemples c'est des strips de bande dessinée en fait. Avec Pénélope Bagieux et Emma, je sais plus comment. Emma Clit. Et je me suis demandé, est-ce que, parce que quand tu fais une bande dessinée, tu as, les gens ne sont pas rebutés par rapport à un texte qui pourrait être aussi bien écrit que possible. Pourquoi j'entends des gens qui parlent? Je suis le seul? Ok. Oui. Tu entends des voix. J'entends des voix, c'est mon téléphone, je suis désolé. T'as pris tes médicaments? Non, je disais que effectivement, donc le fait que ce soit des bandes dessinées et pas des textes ou pas même des vidéos, je pense, ça a peut-être permis à tout un auditoire de pas se dire ça va être chiant à lire, du coup je vais quand même le lire. Donc peut-être que déjà grâce à ça, ça permettra aux gens de sortir des bulles, pour les créateurs j'entends. Et puis pour aller plus loin dans ce raisonnement, il y a aussi tout ce qui est lié aux images. Et alors Paris Match a pour slogan le poids des mots, le choc des photos. Moi j'enlèverais le poids des mots.
Je trouve qu'il est qu'à moitié vrai ce slogan parce que une des dernières photos qui a réussi à passer outre ces fameuses bulles filtrantes, c'est la photo d'Aylan, donc le petit enfant qui était mort sur les côtes de je ne sais plus quel pays en Europe pour émigrer à la guerre. Et en fait, cette photo, il y avait rien, quoi. Il y avait juste une photo et ça a fait réagir tout le monde. Donc je pense que l'avenir, ça sera vers les créateurs de contenu qui font des bandes dessinées, des photos. Pas forcément le poids des mots. Enfin, Trump qui explique comment est-ce qu'il attrape les femmes par là. Enfin voilà quoi. Ça a bien fait tourner aussi quand même. Tu veux dire que Trump fait bien tourner? Ouais, mais alors, il y a deux choses. Déjà, Trump, enfin, c'est un sujet. C'est un sujet généraliste. Non, mais c'est un sujet généraliste. Enfin, tous les jours, tu pourrais débattre sur ce que dit, fait ou Trump. Oui, donc, mais non, ce que je voulais dire, c'est que le poids des mots, il reste vrai. Tu peux prendre Fillon qui dit qu'il a rien fait. C'est quelques mots de j'ai rien fait, et puis les rangs l'argent, ça a tourné aussi, quoi. Ouais, mais le poids des mots, les deux exemples que tu cites, c'est des exemples très politiques. Et la politique, je pense que c'est un aussi, des sujets qui sont, comment dire, les plus clivants sur Internet, quoi. Bah, tu vois, alors que le chahutage profond, Emma Clit, c'était sur le... Merde, comment ça s'appelle la charge mentale. Cette notion que les femmes font tout. La charge mentale. Et que leur mari les aide pas. La charge mentale. Mais je crois que ça fait 3 fois que Kepra dit. Donc, Loise entend des voix, mais n'entend pas la mienne. Putain, et j'ai un vrai problème d'enregistrement, les mecs. Hein. Je suis désolé. C'est la charge mentale. Attendez, je sais ce que je vais faire. Voilà. La charge mentale, merci. Tu vas t'amuser, Souvix, hein. Je suis désolé. J'ai mon téléphone, en fait, qui me lance des podcasts dans mon casque. Et du coup, c'est pour ça que j'entendais des voix. Je pense avoir réussi à killer le problème. Je laisse le micro pour pas dire plus de conneries et faire plus de travail à Souzix. Ok. Non, Loise, c'est fini. bon, Loise, t'avais fini ou Non, pas? fini, Loise. On n'a pas fini. Charge mentale. Fini sur la charge mentale, s'il te plaît. La charge mentale, oui, d'accord. Donc la charge mentale. Merci, Kepra. La charge mentale et le chahutage profond, c'est des sujets qui, je pense, sont dans des bulles très particulières, c'est-à-dire l'écologie et le féminisme, ou la lutte pour l'égalité des sexes. Alors que Fillon, Trump, toutes ces activités politiques, elles sont dans des bulles que tu pourras jamais percer parce que tu pourras dire tout ce que tu veux par rapport à ce que fait Trump ou ce que fait Fillon. Il y aura toujours des gens qui les défendront mordicus, alors que je pense que le chahutage profond et la charge mentale, ça a réussi à faire bien plus évoluer l'avis des gens qui ne partageaient pas cet avis avant. Okay, non, mais merci. sur la charge mentale, clairement, moi j'étais même pas. Le chahutage profond. Moi, en fait, j'ai juste appris l'existence du problème avec la BD, donc c'est clair que là, je suis d'accord avec toi. Le fait que ça soit facile d'accès, ça a permis de sortir de la sphère des gens normalement concernés par le sujet. C'est ça, faut lutter contre le too long to read. Enfin, too long did not read. Mais il a fallu que ça soit repris par des médias un peu plus traditionnels pour que ça sorte de la bulle des lecteurs, entre guillemets, de Pénélope et pour la charge mentale de Emma Clit. Donc c'est pas la communauté seule qui réussit à outrepasser cette bulle. C'était aussi ça le point. Tu as raison. Enfin, je sais pas si c'est que ça, mais pardon. Et puis un des points que tu évoquais dans ta chronique, Kepra, c'était aussi le fait que c'est pas le problème du créateur qui doit percer la bulle de ses fans, mais plutôt pour faire porter son message plus loin, mais plutôt le fait que il doit percer sa propre bulle à lui pour découvrir en fait ce que pensent les autres, l'extérieur de sa bulle, de son travail. Et ça, il y a peut-être des outils qui sont en train de se mettre en place. Alors, c'est pas directement réservé aux créateurs, mais d'abord sur Facebook, par exemple, l'espèce de nouveauté qui permet à Facebook d'afficher des articles ou des versions différentes quand on essaye de publier quelque chose de controversé comme qu'on pourrait qualifier de fake news par exemple. Ils ont testé pas mal de choses, dont notamment
avant qu'on appuie sur le bouton publier, pour te proposer, sachez qu'il existe tel article qui ne sont pas d'accord avec ce que vous allez partager, peut-être vous devriez les lire avant. Et mon avis, en fait, c'est surtout que le problème de casser la bulle côté créateur, c'est en fait rester ouvert et essayer de s'exposer soi-même. Et ça, c'est un effort que, comme Sousix le disait, c'est un effort que les gens ne sont pas forcément prêts à faire, et que peut-être que justement les plateformes de publication de contenu qui justement comme Facebook, Twitter, etc., c'est peut-être à elles d'essayer de casser les bulles non pas forcément en forçant les gens à découvrir des choses, mais en les exposant par-ci par-là à des avis contraires, à des choses qui pourraient les étonner ou les choquer, suivant leur degré d'extrémité, comme disait François Courtis. Donc voilà, ça c'était mon avis sur le thème de la chronique. Mais grâce à ton intervention, on peut citer Emmanuel Macron, notre cher président, qui vient... il y a une dépêche Le Monde qui vient de sortir. Tout à fait. Il veut légiférer contre les fausses... les fake news, en fait. J'allais dire les fausses nouvelles, en bon français. Alors, c'est le ministère de l'Information, c'est ça ? Ouais, mais ça, c'est peut-être aussi justement un problème quand même, quoi. Enfin, c'est... Au moins, au temps de la censure, on disait clairement, il y a la censure, on vous colle des gros coups de stabilo, de marqueurs sur les copies. Enfin, là, c'est considéré, un, que les gens sont trop stupides pour faire leur propre choix, et deux, c'est de la censure déguisée. Mais c'est clairement pas au gouvernement de décider pour les gens ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont pas voir. Ils le sont peut-être, mais la démocratie, pour l'instant, le principe, c'est qu'une voix égale une voix, quoi. Bah ouais. Kepra, tu veux réagir Je veux réagir et donc du coup en effet conclure, je pense, sur cette chronique. Il y a quelque chose à rajouter. Ah, Flash, il y avait quelque chose. Non, mais c'est pas grave. Si tu veux pas non, mais vu que je croyais que. Non, mais j'ai bien compris que. Vas-y, Flash-T. Je peux pas dire, mais c'est Emric qui a foutu la merde, hein, parce qu'il t'a donné la main à Kepra. Bah oui, je voulais qu'il réponde à ce que je venais de dire ou ce que l'Ismaël avait dit, et ce que tu avais dit, donc voilà. Flash-T, quel est ton avis sur la chronique de Kepra ? Alors moi je suis assez en désaccord avec ce qui a été dit, sauf avec François Courtis, même s'il l'a exprimé de manière un peu trollesque, mais en fait moi je pense, c'est à nouveau chez moi, mais je me suis rendu compte de ça il y a quelques semaines, je crois que je suis pour finalement cette bulle filtrante, je suis pour parfois les salvatrices, cette bulle. En fait je parle notamment de l'exemple qu'il y a eu ces derniers temps, notamment avec Antoine Griezmann, quand il avait fait son blackface. Et que moi je savais même pas que Griezmann faisait partie de ma bulle, tu vois, je n'avais aucune information sur sa vie et je me portais très très bien, et un jour c'est venu à ma connaissance, et en fait la violence des propos tenus par une certaine frange de la population, plus nombreuse que ce que je pensais en tout cas, qui avait l'air d'aller dans un sens qui me plaisait pas du tout et que je trouvais très agressif personnellement, en fait que à un moment donné, j'ai eu très très envie de me refermer sur moi-même et limite d'aller chercher un réseau social plus à même de correspondre à ma façon de penser, puisque je me suis senti et j'ai été verbalement pas mal pris à partie pour des trucs. Et voilà, donc si j'avais pu m'éviter de rentrer en contact avec des gens avec un avis aussi peu intéressant pour moi et aussi agressif, je m'en serais pas plus mal porté, donc non mais Flash, en ce moment je recherche cette bulle. Donc en gros la bulle elle te protège, quoi, c'est ça que tu veux dire. Non mais les commentaires c'est le cancer, quoi. Mais j'ai clairement pas plus envie de rencontrer, d'aller discuter avec ces gens. C'est dommage. Coup, c'est le point de vue des là c'est le problème, c'est de la bulle des consommateurs, c'est pas tellement les créateurs. Le truc c'est que quand il fait sa photo, Antoine Griezmann finalement, sans s'en rendre compte, envoie un message à deux franges de la population, une frange de la population qui est pour, une qui est contre. Il les fait se rencontrer finalement dans les commentaires de sa photo, et il le fait sans le vouloir bien sûr, mais et en fait juste ça nous rend finalement pas otage, mais ça nous rend on a l'impression d'être obligé de devoir se positionner, et on est obligé de recevoir aussi des choses qui nous font pas plaisir, quoi. Non mais les commentaires c'est comme le communisme, sur le principe c'est vachement bien,
Mais dans la réalité, ça marche pas parce que, comme le dit Kepra dans sa chronique, ces fameuses bulles, il faudrait les confronter en fait. Il faut qu'il y ait des gens qui aient des avis contraires et qui parlent pour que tu puisses à faire avancer le débat et ton avis. Sauf que les gens sont tellement cons et tellement méchants que, comme si tu prends l'exemple de Griezmann, les gens ne peuvent pas se parler, quoi. C'est forcément t'es extrême d'un côté ou de l'autre et la zone grise, elle n'est pas permise, quoi, dans les commentaires sur Internet. Et moi, je pense que le débat n'existe plus. En fait, on idéalise un débat public qui aurait peut-être existé à une époque et qui n'existe plus. On a du mal à converser, à échanger. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plus chercher. Enfin, j'exagère peut-être parce qu'entre nous, on discute, on fait une émission qui est intéressante et tout, mais honnêtement, la plupart des débats que j'ai vu naître sur les réseaux sociaux ou même dans les émissions type sur RMC, les grandes gueules, les machins, c'est stérile, c'est que de l'agressivité, c'est que de la négativité. Je vois pas vraiment ce que ça apporte. À part que ça cristallise des positions hyper extrêmes et hyper violentes. Est-ce que justement, dans ce cas-là, justement, ça n'a pas été monté juste pour faire le buzz et porter et générer le plus de clics ou d'attention? Le cas de Griezmann La photo? Oui, parce que par exemple, je me suis posé la question. Tu parlais des débats à la télé ou dans des émissions qui au final c'était juste une foire d'empoigne. Est-ce que justement les invités n'étaient pas choisis pour être mais clairement. Justement tellement dans des bulles séparées qu'il n'y avait aucun moyen de discuter? C'est ça, mais c'est exactement ce que je pense. Et que est-ce que la solution ce serait pas justement que tout le monde soit exposé à des avis contraires à ce qu'il pense habituellement pour justement s'habituer à la présence d'une contradiction et savoir réagir sans être violent, parce que si t'es exposé petit à petit à des choses qui te gênent, ben, tu t'y habitues et tu ne réagis plus aussi violemment et t'es capable de ne pas faire un rejet extrêmement violent et en bloc. En fait, il y a des sujets dans lesquels le degré d'acceptation de la contradiction est trop bas. Par exemple, moi, il y a des sujets, je peux très bien... Par exemple, si on parle de touche pas à mon poste, c'est bien, touche pas à mon poste, c'est nul. Moi, je m'en fous, c'est un débat de surface. Par contre, quand quelqu'un vient de te dire, ouais, mais tu sais, les musulmans, ils posent des problèmes en France, par exemple. Honnêtement, est-ce que j'ai vraiment envie de discuter avec une personne qui va me dire ça? Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de faire un débat posé, intelligent avec quelqu'un. Mais c'est justement, c'est peut-être pas à toi de le faire, justement parce que tu n'as plus envie. Loise, tu veux rajouter quelque chose et après on conclut? Oui, juste sur les débats, je pense que Internet ne cassant pas, mais omettant la frontière ou la barrière physique, font que les gens se sentent un peu plus libres d'exprimer des pensées extrêmes que si tu les avais en face de toi, en fait. Tu vois, peut-être que les gens avec qui tu t'es pris la tête sur les commentaires de la photo de Griezmann, si tu les avais eu en face de toi, ça aurait peut-être été un débat un peu moins houleux et un peu plus constructif. Eh bien, merci Loise. C'est sur cette note d'optimisme que l'on va passer à la chronique de l'Ismaël. Allez, enlevez vos vêtements. La chronique non, gardez-les. C'est gentil, gardez-les. Sur le pardon. L'Ismaël, le micro est à toi. Quand l'amateur dévisse. Parce qu'aujourd'hui, la pornographie a franchi la porte des établissements scolaires. Nous ne pouvons pas d'un côté déplorer les violences faites aux femmes et de l'autre fermer les yeux sur l'influence que peut exercer sur de jeunes esprits un genre qui fait de la sexualité un théâtre d'humiliation et de violence faites à des femmes qui passent pour consentantes. Mais non Manu, enfin c'est hyper réducteur ce que tu viens de dire là pendant ton discours sur l'égalité homme-femme. Allez, pour te le prouver, je t'emmène au Beverly, 12 € tarif unique, projecteur 35, caisse mécanique, tu vas adorer l'ambiance rétro. C'est le dernier cinéma porno en France et le patron c'est Maurice, 34 ans à nettoyer les petites larmes des clients comme il dit. On va lui demander ce qu'il pense de la nouvelle génération. Quand vous voyez des gosses dans la rue qui me montrent ce qu'ils ont sur le téléphone, ils ont même pas 10 ans. Surtout des films d'aujourd'hui, ils sont un peu plus hard qu'avant. Ils voient une femme malmenée. Aujourd'hui, si au bout de 10 secondes, il n'y a pas de pénétration, les clients vont pas être contents.
Alors en fait, ça me fait un peu mal de l'avouer, mais il semblerait que Manu n'ait pas tout à fait tort. Le porno, aujourd'hui, c'est moche. Et j'insiste bien sur aujourd'hui. Alors pour s'en convaincre, il suffit de regarder des documentaires comme Pornocratie, le documentaire d'Ovidie. Elle y dénonce la violence croissante des films diffusés sur Internet. Et ça, c'est clairement l'effet du numérique. Du temps des VHS, les acteurs du marché n'étaient pas si nombreux. On ne pouvait pas importer n'importe quoi sur le territoire et le contenu était maîtrisé. Il y avait de la violence, mais il y avait aussi des limites. Par exemple, les États-Unis interdisent tout scénario qui met en scène de l'inceste. Aujourd'hui, c'est open bar. La part des films vraiment sales a explosé. Ce sont les acteurs porno eux-mêmes qui le disent. Et grâce à Internet, produire un film qui ne coûte rien, c'est super facile. Tu vas dans un pays où les salaires sont très bas, tu files une GoPro aux acteurs, tu uploads sur YouPorn et puis voilà. Et puis comme dans ces pays, il n'y a pas de législation dans le domaine, les verrous ont sauté et Internet a transformé le X en Far West. Mais les nouvelles technologies ont aussi donné beaucoup de pouvoir aux consommateurs. Temps de la VHS, le porno amateur, c'était deux cinquantenaires pas fichus de poser un caméscope droit sur un trépied qui vous inflige 36 minutes de missionnaire avec comme seule bande-son le quick du sommier. Bref, ça faisait pas trop envie et la grande majorité des gens y restaient du côté spectateur. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. La nouvelle génération sait servir d'un appareil photo, elle se renseigne, elle apprend le montage, la lumière, elle utilise les bonnes plateformes de diffusion. Ils sont jeunes aussi, il y a beaucoup de trentenaires. Puis ma foi, pour le reste, si Rocco peut le faire, moi aussi. Alors quelques exemples quand même. Le porno dit féministe. On peut citer des réalisatrices comme Vex Ashley ou Lucy Blush. Alors c'est pas parce que c'est féministe que c'est forcément mieux, mais en fait c'est un genre qui s'est surtout construit au début avec les amateurs. Puis alors les vrais amateurs, ceux qui n'espèrent pas gagner un copec en montrant leurs fesses et qui n'acceptent de tourner un film que pour le défi, pour s'amuser parce que ça les excite. Et puis ceux qui pratiquent le porno féministe, aujourd'hui, il se trouve que c'est aussi ceux qui militent le plus pour une certaine éthique dans l'industrie et une baisse de la violence. Alors des gens comme Vex Ashley sont peut-être des pros, mais elles se sont fait un nom grâce aux réseaux sociaux, ils se sont professionnalisés en autodidacte et grâce aux outils numériques et en créant une petite communauté autour d'eux, et ils survivent souvent via des Patreons. Autre exemple, au-delà du féminisme, il y a tous les types de militantisme. En fait, vous connaissez peut-être Fuck for Forest. Alors, ce sont des Norvégiens, ils proposent du contenu qu'ils ont tourné généralement eux-mêmes ou avec leurs amis. C'est payant, mais l'argent est utilisé pour des projets de sauvegarde de l'environnement. Donc là encore, il y a un lien avec l'éthique. Et puis il y a les communautés sur Tumblr, Instagram et Discord. Si vous avez les bonnes adresses, c'est là qu'on découvre l'inventivité, la qualité de ce que les amateurs savent faire désormais. Alors, en dehors de l'élément purement sexuel, certaines photos pourraient carrément apparaître dans des magazines de mode tellement elles reprennent bien les codes de la beauté actuelle. La composition, la retouche, la position des corps, c'est très recherché. Et en fait, du coup, ça n'a plus rien de glauque. C'est 100% gratuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même une montée en gamme sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire que les images mal tournées avec le gros plan sur le schmilblick, ça existe encore. Elles sont devenues plutôt l'exception sur ces plateformes. Et ce sont presque les amateurs qui tirent l'industrie vers le haut sur le plan esthétique. Alors du coup, c'est évident que le X a toujours été parmi les premiers adoptants des nouvelles technologies. On peut citer le téléphone rose, le Minitel et maintenant le web. La différence, c'est qu'avant, les sociétés spécialisées menaient la danse. Aujourd'hui, ce sont les utilisateurs. Côté pro, ça a forcé les studios à se réinventer. Donc Dorsel, par exemple, se lance dans la VR. Le VR a mis en place un incubateur de start-up qui sont spécialisés dans le porno. Par contre, côté amateur, ça a vraiment tout changé. Alors évidemment, il y a tout qui est pas parfait. On peut parler de revenge porn, on peut parler du documentaire Hot Girls Wanted sur Netflix. Mais qu'on le veuille ou non, le sexe a toujours eu un pouvoir monumental. Représenter le sexe, ça existe depuis des millénaires. Et du coup, déclarer la guerre au porno, ça n'a aucun sens. On peut plutôt espérer que les nouvelles technologies peuvent tirer les choses dans le bon sens. Du coup, pour finir, je vous propose 2 axes de réflexion, histoire de cadrer un peu le débat, parce que Suzy, je sais que ça te donnait des sueurs froides. Donc, première question, quels sont, d'après vous, les effets positifs du numérique sur le porno, s'il y en a ? Deuxième question, est-ce que vous pensez que les amateurs peuvent prendre une partie du pouvoir, un peu finalement comme dans la musique, où le numérique a changé le rapport entre les majors, les amateurs et les consommateurs ? Flashty, tu veux te lancer en premier ? Oui, alors... Vas-y, bon courage. Non, mais pas de souci. Moi, en tant que consommateur de porno, je pense que je suis légitime pour parler du sujet. T'as pas encore reçu de je suis partie du principe derrière, que vous étiez tous consommateurs, mais peut-être que je me trompe. Ah oui, bien sûr. Il y en a qui sont peut-être plus que d'autres. Expert. Non, mais en fait,
moi j'ai toujours un problème avec les personnes qui parlaient de porno responsable ou de porno féministe ou de porno propre, comme si y avait un porno respectable et un non moins respectable que l'autre, tu vois. Moi j'ai l'impression, quand tu demandais qu'est-ce que le numérique a apporté de bien à cette industrie, moi je dirais peut-être une meilleure possession de sa propre image. Vu que les amateurs peuvent faire leur propre film, au moins ils décident de comment sont traitées les images, ce qu'ils font dans les films et tout. Mais est-ce que je pense que c'est une bonne chose que les amateurs prennent le pouvoir dans le porno ? Moi je pense que non. Je pense que non parce que la production value dans cette industrie, finalement ça a quelque chose, ça vaut quelque chose. Un beau plan bien filmé, un bon cadrage, de belles lumières, ça a quand même son intérêt, et je pense que le porno amateur justement n'a pas ce petit truc en plus qui peut intéresser le public. Et puis moi je pense que finalement, quand on parle de porno féministe, alors je suis pas une femme, donc je peux pas forcément parler de féminisme, même si je pense j'ai mon avis là-dessus, mais je me demande si une actrice qui décide de faire un film avec Brazzers ou avec une autre grande société de production et qui gagne beaucoup d'argent pour environ $10,000 la scène pour faire son film, est-ce qu'elle est Il faudrait que t'en cites 3. Hein, des actrices. Non, des marques. Maisons de production, t'as nommé Brazzers, il faut t'en nommer 2 autres. Blacked et Dogfart Production. Okay, merci. Eh bien, merci pour la France. Non, je ne regarde pas de films français. Ni dans le cinéma normal, ni dans le cinéma de genre plus particulier. le jeu est très mauvais. En fait, déjà pour le point de départ, enfin moi si je trouve qu'il y a vraiment des pornos sales, et en fait personnellement moi c'est ce qui m'a gênée. J'ai jamais été une grosse consommatrice, mais en fait très franchement, il y a des fois, tu tombes sur des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Cette fille, elle a pas envie d'être là, ça crève les yeux. Et en regardant des documentaires, il y avait vraiment Hot Girls Wanted sur Netflix qui a pas mal tourné, qui a fait pas mal parler de lui. Et c'est hyper malsain, tu vois, le côté vraiment malsain des filles qui sont là, mais elles savent pas pourquoi. Et il y a vraiment pas mal de violence. Alors bon, je vais pas non plus aller un petit peu trop dans les détails crus parce qu'on va essayer de rester tout public. Mais en fait, si. Et d'ailleurs, j'ai vraiment coupé plein de trucs dans la chronique parce que j'étais beaucoup trop, je m'étendais vraiment beaucoup trop, mais aujourd'hui tu as des actrices qui sont des actrices classiques, donc des vrais pros, qui ont dit clairement que le nombre de scènes qui sont violentes physiquement, c'est de plus en plus la norme. Et du coup, pour moi, il y a clairement en fait ce côté... moi ça me gêne en fait de regarder quelque chose en me disant derrière c'est de l'exploitation, quoi. Mais chercher des choses saines dans le porno, c'est pas déjà chercher le Saint Graal ou le porno c'est forcément. Pas sain. Je pars du principe que de toute façon, vu que ça cessera jamais d'exister, puis la question c'est même pas est-ce que ça doit cesser d'exister, pourquoi pas essayer de partir vers des choses qui sont faites de manière peut-être un peu plus intéressante. Alors pas forcément féministe, là c'était vraiment juste tout simplement respectueux, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Avec des gens qui sont, payés correctement un minimum, qui sont... où tu sais en fait déjà des adultes responsables, c'est-à-dire que c'est pas des gamines de 19 ans qui sont à peine majeures. Je me dis que quelque part dans l'amateur, vu que maintenant c'est des gens en fait qui quelque part n'avaient rien à faire là, s'ils font la démarche, c'est que clairement ils font ça pour le kiff, quoi. Ok, d'accord. Mais je vais pas renchérir, il y aura tellement de choses à dire sur le sujet, mais il faudra qu'on en discute plus longuement. François Courtis, quel est ton avis sur cette chronique ? Et quelle est ta réponse aux 2 questions ? Peut-être en premier, je vais faire une petite ellipse. Déjà, ellipse politique, parce que Emmanuel Macron, notre président, c'est pas une racaille, donc on dit pas Manu, on dit Monsieur le Président. Merci de respecter les institutions. Manu, je le connais personnellement. Je te rappelle que ça n'est pas ton président, François. Non, c'est le président de tous les Français. Mais t'es pas immigré polonais ? J'ai le droit de vote. Ça a pas duré. Attends, je vais parler à Manu. Et deuxième point, peut-être pour planter le paysage,
C'est qu'en fait, pour moi, c'est un sujet assez difficile, dans le sens où ça m'embarrasse un peu, parce que les gens vont nous imaginer en train de nous masturber. Vous le faites pas, vous êtes pas en train de le faire, là. Ah merde. Non, mais je dirais... Non, on a dit qu'on gardait nos Non, moi j'ai vêtements arrêté. pendant le débat. Moi j'ai arrêté. Non, mais pas dans l'instant présent, mais merde. en dévoilant un peu nos expériences, quelque part, moi je trouve ça gênant. Oui, mais comme on ne connaît pas ton visage ni ton corps, ils vont imaginer un François qui n'est pas toi. Donc c'est moins grave. Avec un truc énorme. Et puis en fait, il y a 60% des Français qui regardent du porno, donc en fait... Combien de pourcentage? Beaucoup plus. 60%. Beaucoup plus. Oh, mytho, les mythos, c'est des mythos. Plus. Non, 60%. Non, mais c'est ça le colle un dernier petit peu avec chiffre toutes les personnes présentes. Donc, hein, il y aurait 40% des Français qui Il y a regarderaient pas de porno. 70% de Ça veut dire qu'il y a Français 3 qui regardent du porno et 40% qui qui ne mentent. regardent pas. Il y aurait genre des millions de gens qui n'ont jamais vu de porno. Bah bien sûr. Sauf une fois au chalet. Mais 100% des gens qui nous écoutent regardent du porno. Allez. Ok, et pour répondre peut-être pour le plus travail. précisément... Oh, pardon. Pour répondre plus précisément aux questions, peut-être premièrement, pour moi, en fait, la pornographie, c'est un peu comme la prostitution. Pas dans le sens où... Oh là là, non, il l'a pas- fait. Attention, non. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Non. Laissez-le parler. Pas dans le sens où les actrices sont des prostituées, loin de là. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, sans porno, ce serait pire, mais avec, ça veut pas dire que avec c'est mieux, et bien au contraire. Ouais, Tu mais vois là, ce du que je veux coup, dire. tu portes le débat sur, vu que tu fais le parallèle avec la prostitution, tu portes le débat sur est-ce qu'on peut monétiser le fait de coucher, quoi, concrètement. Non, en fait, c'est un ce que je débat veux qui est un dire, peu, enfin, c'est un débat qui est un peu plus large. En fait, non, ce que je veux dire, c'est juste que en gros, la consommation de porno, pour moi, n'est pas proportionnée au bien-être de la société. Quoi, c'est pas parce qu'une société consomme plus de porno qu'elle est plus heureuse, plus émancipée. Et je dirais même au contraire, ça montre qu'elle est plus frustrée. Qu'elle a Bah, plus d'internet. Moi, j'ai plus l'impression que c'est justement le contenu qui va déterminer si elle est plus frustrée, parce que les vidéos les plus hardcore, mais qui sont pourtant généralement classées dans les catégories générales, par exemple, c'est aux États-Unis qu'elles sont très, très, très consommées. Pour moi, c'est peut-être plus le fait que cette pornographie qui est hyper violente, c'est ça qui monte le plus, c'est peut-être ça qui est un signe qu'il y a un problème, plus que l'existence de la pornographie elle-même, quoi. Qui, comme la prostitution, en fait, jamais on s'en débarrassera, c'est même pas la peine d'essayer. Ouais, mais c'est pour ça qu'à mon avis, parce que ta première question, c'était est-ce que le numérique, finalement, est bon ou mauvais, apporte quelque chose de bon ou mauvais au porno. Et ben, quelque part, moi, je trouve que je m'orienterais plus vers une approche scandinave, c'est-à-dire vraiment où tu es décomplexé vis-à-vis de ton propre corps, une approche naturelle. Par exemple, parce que tu es tout nu dans le sauna, et donc je crois que la Finlande, c'est le pays où tu as les relations sexuelles le plus jeune, parce que justement, tu as ce rapport au corps complètement décomplexé. Et justement, c'est cette société, quelque part, dont je disais rêver, c'est-à-dire où tu n'as pas besoin de porno, puisque tu n'as pas de frustration. Donc, pour en revenir à ta question, finalement, non, un intermédiaire numérique, quelque part, ça fausse ta relation avec ton propre corps. Et finalement, à mon avis, c'est une fausse bonne solution. Allons plutôt au sauna. Dans les onsen. Non mais c'est bien ce qu'il dit. Oui. C'est bien, ouais. C'est vraiment bien ce qu'il dit. Hein. Mais non, mais. Vraiment, c'est pas mal. Hein. Alors qu'est-ce que dit Flash? Ouais. Et pour la deuxième question qui était le porno amateur. Est-ce que les amateurs peuvent changer Est-ce que les amateurs peuvent prendre le pouvoir? Voilà. C'était ça. Hein. C'est ça. Et ici, là, moi, j'ai un petit problème, à mon avis, un petit problème logique, puisque, en fait, les actrices sont, comme tu disais, sont quelque part poussées à se créer une communauté. Mais créer une communauté, c'est-à-dire se dévoiler de soi-même, dévoiler du privé, et se dire qu'on serait plus sensible à du potentiel stalking, et donc à se retrouver avec des problèmes dans sa vie professionnelle, puisque si tu es amateur, c'est-à-dire que tu as besoin d'avoir un métier à côté, sauf que si tu es grillé par ta communauté, que tu t'appelles Madame Michu,
tu peux avoir des problèmes. Donc, alors celle qui crée une communauté, en fait, c'est plus vraiment des amateurs. Donc l'exemple que j'avais donné de Vex Ashley, c'est plus une amatrice en fait. Ça doit faire quelques années qu'elle en vit. Après sur le stalking, je suis d'accord avec toi, sauf que les pros aussi sont probablement harcelés, sauf qu'elles ont peut-être la structure du gros studio pour les protéger. Elles gagnent leur vie avec, donc quelque part. Mais Vex Ashley aussi en fait pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont à mi-parcours entre... Enfin, c'est une pro dans le sens où elle gagne sa vie avec, mais c'est une ancienne amatrice en fait. Elle n'est pas passée par les canaux habituels des studios de production pour se faire un nom et pour devenir quelqu'un qui est suivi par une communauté, mais c'était une ancienne amatrice. Elle s'est débrouillée toute seule avec... au début, c'était une cam girl en fait, et c'est comme ça qu'elle a créé sa communauté. Maintenant, elle a un Patreon pour financer ses films, etc. quoi. Mais parce que en fait, quand tu dis dans ta chronique, tu dis les amateurs font du porno juste parce que ça les excite et non pour gagner de l'argent, quoi, certains. Mais ok, mais quand tu tournes un porno, quoi, pendant 30 ans, tu risques d'avoir l'étiquette. Ah oui, non, mais c'est un délibile, on est d'accord. C'est moi, Madame Porno, donc c'est assez dangereux juste pour avoir de l'excitation. Mais après, ça, c'est Oui, non, je suis d'accord avec toi. Personnellement, ça ne me viendrait pas trop à l'idée. Mais ça, après, c'est un choix personnel, quoi. Et justement, c'est un choix qui est de plus en plus adopté par des gens qui sont assez jeunes, qui sont habitués à la technologie et aussi qui savent se rendre un minimum anonyme. C'est-à-dire qu'on n'est plus non plus dans le film assez classique avec, je sais pas moi, le plombier qui vient. Enfin bref, voilà. T'as peut-être plus des scènes un peu plus courtes qui montrent les choses différemment. Enfin, t'as une communauté qui fait aussi, par exemple, que des photos, pas forcément des vidéos, et qui va réussir à préserver un certain anonymat. On va passer à Kepra. Kepra, toi, quel est ton avis ? Quelle est ta réponse aux questions de fin de chronique ? Alors, je vais apporter une première partie de réponse à la première question par une ellipse. Pour imiter mon modèle, François Courtis. Je dirais qu'au-delà de ce que le numérique a apporté au porno, il y a beaucoup de choses que le porno a apporté au numérique, hein. Tant en termes de fonctionnalités, de business model, etc. Il y a beaucoup de fonctionnalités de YouTube, par exemple, qui n'existeraient pas sans les plateformes de porno sur le numérique. Donc, pas mal de choses dans ce sens-là, ce qui est déjà pas mal pour le numérique. Et puis l'iPhone X. L'iPhone X, Free et tout ce qui tourne derrière grâce à Xavier Niel qui a pu financer tout ça. Bref, ça c'était l'ellipse. L'autre côté, c'est que je pense qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé à court terme et justement ce vers quoi ça risque de tendre à moyen et long terme, avec un côté un peu pourri du court terme en se disant il y a tout un nouveau canal où ça coûte pas cher à produire, on peut faire plein de choses, etc., qui amène à une inondation de tous les contenus et en effet tous les travers que ça peut amener. Mais en parallèle, sur le long terme, une mise face à la réalité de oui, si nous, boîte de production, on peut faire tout ça pas cher, il y a aussi des amateurs qui peuvent faire des contenus qui sont relativement qualitatifs et une obligation un peu de rationaliser. Et donc peut-être, si on voit le côté optimiste des choses, que pour faire face à cet aspect amateur, les boîtes de prod sont bien obligées de se plier à ça, même s'il y aura toujours des filles et peut-être des mecs, je connais pas bien le business, qui pour récupérer un peu d'argent seront prêtes à se faire payer pas très cher pour des trucs qui, je sais pas si ça mérite même de l'argent, mais en tout cas pour ce que ça représente, qui mériterait d'être payé peut-être plus. Donc ça c'était le premier point. Et sur le côté amateur, ce que je vois, c'est surtout pour moi la diversité de ce qui va pouvoir être appelé amateur, et donc pour le coup pas forcément que le côté positif, mais aussi le bordel que ça génère, avec plein de choses qui se font passer pour amateur, parce que justement c'est un peu le côté tendance de ça c'est amateur, et du coup la dissimulation derrière une appellation d'origine contrôlée amateur
de choses qui au final sont tout aussi contrôlées par du business et qui sont un peu sales du coup parce que on fait croire que c'est de l'amateur alors que pas du tout, avec l'extrême inverse où c'est des communautés qui vont être un peu plus contrôlées et où c'est des gens qui vont pouvoir partager des choses un peu intimes mais où on va leur demander une preuve que c'est bien eux qui partagent ça et où donc c'est un peu plus sain dans le rapport qu'il peut y avoir sur ces choses-là. Ben en fait, dans les deux cas, ça dépend pour les deux points que tu viens d'aborder, il y a une réponse, c'est que ça dépend du consommateur. C'est-à-dire que les studios, pour l'instant, ils voient bien a priori ce qui se passe du côté des amateurs, sauf que le chiffre que j'avais trouvé, c'était que 95% des pages vues sur Internet de films porno, c'est sur les tubes, quoi, RedTube, YouPorn, etc. Donc en fait, pour l'instant, les amateurs, c'est vraiment infinitésimal. Et pareil sur le entre guillemets prouver que t'es vraiment un amateur, ça veut dire qu'en tant que consommateur, si tu cherches du vrai amateur sur YouPorn, il y a plus de chances que tu tombes sur du vrai faux, quoi, sur des pros qui jouent un scénario d'amateur. Donc ça suppose d'aller chercher sur des Tumblr, de tomber sur les bons Discord, etc. Donc en fait, c'est vrai que ça demande une démarche de la part du consommateur, quoi. Et comme on l'a dit dans la chronique précédente, le consommateur est bien trop fainéant. Ah non, moi je vais toujours fact-checker les vidéos de porno que je regarde pour savoir si oui, bien sûr. Cette position existe-t-elle vraiment Cette femme est-elle vraiment agent immobilier? Cet homme est-il vraiment PDG d'une entreprise? Loise, toi qui citais un communiqué de presse, on parle de fake news dans le communiqué de presse, mais parlons-nous de fake porn, du coup. On devrait. Excusez-moi. Oui. Je voudrais dédier cette chronique quand même à une personne qui est partie trop tôt, qui nous a quittés au mois de décembre, qui s'appelle August Ames, qui était une grande actrice. C'était la cousine de Cosmo Flash, une grande actrice de porno qui est morte en même temps que Johnny Hallyday. Donc autant vous dire que personne n'en a parlé. Et elle s'est suicidée, la pauvre. Donc on pense à toi, August. Tu sais, le moment où tu pensais que ça allait déraper, c'est maintenant. C'est important, Flashy, de reprendre, de te paraphraser et de dire c'est bien de faire un podcast sur la joie. Ah bah oui, attends, on est là pour ça. Bah tiens, Sous-X, vu que tu as pris la parole, peux-tu, toi, réagir à cette chronique ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux rapidement reposer tes deux questions, s'il te plaît, Lismel ? Il a pas écouté. Si, mais vous m'avez perdu là. Alors attends, première question, est-ce que vous pensez que le numérique peut avoir un effet positif ? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que le... Attends, Lismel, désolé, est-ce que tu peux reprendre parce qu'on t'a perdu au début de la première question ? Je suis désolé, je suis en 4G et je suis au fin fond du Pays Basque. Alors franchement, c'est déjà... Ça marche plutôt bien, c'est pas grave, vas-y. Donc première question, est-ce que vous pensez que le numérique peut avoir un effet positif sur l'industrie ? Deuxième question, est-ce que vous pensez que les amateurs peuvent peser face aux pros, face aux studios ? Alors, pour répondre à ces deux questions en même temps, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule réponse à répondre à ça. J'ai pas la ref. C'est un tweet de Donald Trump. Enfin, ça fait partie d'un tweet de Donald Trump où personne n'a compris ce qu'il voulait dire. Covfefe. C-O-V-F-E-F-E. Tiens à moi. D'accord. Mais c'est pas pour dire Kofi, justement. Bref. Non. Osef. Vas-y, Sous-X, continue, pardon. Donc, le numérique a apporté énormément de choses positives, que ce soit pour les professionnels ou pour les amateurs. Et pour les amateurs, ce que je trouve bien, en fait, c'est qu'on pourrait éventuellement... Si jamais ça arrive en masse, on pourrait montrer le vrai visage d'une bonne partie de jambes en l'air plutôt que de montrer quelque chose qui est totalement surfait, bien que, comme le disait Flashy, le surfait a aussi son intérêt. Après, tu t'insurges contre la violence qui monte dans ce type de vidéo. J'ai vu les deux documentaires que tu cites. Effectivement, c'est pas drôle. Effectivement, il y a énormément de dérives, mais c'est ce qu'on voit aussi, pour faire un parallèle qui parlera à Flashy, c'est un peu ce qu'on voit dans les jeux vidéo avec le réalisme et la violence.
c'est quelque chose qui se ressent énormément avec l'accessibilité aux nouvelles technologies, mais je trouve ça bien que les amateurs aient accès à des technologies moins chères en fait, et qui puissent exprimer eux aussi leur désir de se montrer. Après, on fait un faux procès, je pense, au numérique, parce que c'est aussi un peu la même chose qu'on a fait au film et à la musique. Tous ces tubes dont ils se plaignent durant les documentaires, c'est exactement la même chose que rencontre l'industrie du disque et du cinéma aujourd'hui. C'est des gens qui ont pas su prendre le pas du numérique, le virage même, dirais-je, alors que c'est eux-mêmes, comme disait Kepra, qui ont démocratisé depuis l'invention de la VHS. C'est eux qui ont démocratisé absolument toutes les technologies. Donc c'est compliqué de les entendre se plaindre aujourd'hui, alors qu'ils étaient pionniers dans ce domaine-là, je trouve. Ah oui, non, mais complètement. Les studios, ils ont pas du tout anticipé, ils ont pas su prendre le tournant, ça c'est clair et net. Juste pour revenir sur le parallèle avec le jeu vidéo, je te crois, sauf que les jeux vidéo, ça reste ça reste du virtuel, quoi. Tu fais exploser un personnage, on s'en fout complètement. Là, on parle de vrais gens. Alors, quand même. Oui et non. Je parle de jeux vidéo parce que les jeux vidéo, les gamins à 8 ans, ils commencent à jouer à GTA, ils commencent à tirer sur des gens dans la rue, à voler des voitures, et d'après ce que je peux lire dans la presse aujourd'hui, à 11 ans, les gamins, ils se sucent la bite dans les écoles. Oh là là. Et là, ça dérape, mais sans le frein, quoi. Alors, c'est lui qui craignait le plus le dérapage, c'est lui qui l'a mis. Rupture du frein, ouais. Plus d'une heure sans... Ouais, non, là, franchement, je m'attendais pas à celle-là. Mais en même temps, souci que ça renvoie à ce que disait dans le deuxième bout de son là, que j'ai passé, le Maurice, c'est ce qu'il dit. Mais c'était un truc sur le dernier cinéma porno en France. Et en gros, il disait, il y a des clients, et puis les clients qui ont l'habitude du cinéma, ils continuent à venir. Mais aujourd'hui, les jeunes, en fait, à 10 ans, ils ont tout sur leur portable, quoi. Oui, exactement. Et j'en parlerai dans l'épisode prochain. Je peux parler ? Ouais, vas-y, je ferme ma gueule. Mais je pense qu'il y a pas que du positif. Tu demandais à ce qu'on évoque ce point-là, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de négatifs pour les enfants en bas âge. Kepra a dit beaucoup de choses que je voulais dire, donc je vais quand même les redire parce que pour apporter un effet... Pour que ce soit chiant. Exactement. Donc, qu'est-ce que le numérique a apporté ou a apporté des progrès au numérique ? Oui, bien sûr. Parce que tu le places comme un early adopter, mais c'est au-delà de ça, c'est un acteur qui... Prescripteur. Qui décide, qui prescrit. Donc, il y a effectivement la VHS, le format VHS de cassette qui a été choisi par les studios porno plutôt que la Betacam, qui est un format dont les gens ont même oublié le nom. Le Blu-ray contre le HD DVD. Ça a quand même démocratisé des technos comme le caméscope, le pay-per-view, et maintenant le streaming vidéo, la VR, et même le marketing digital customisé. Savoir que... je pense que les boîtes de porno, c'est les premières qui ont chopé ton IP, qui ont fait de la GeoIP pour te dire « Hey, il y a une meuf juste à côté de chez toi, dans ta rue, grâce à la localisation de ton ordi, quoi. » La fameuse femme près de chez toi. La fameuse femme près de chez... Non, mais c'est vrai, hein. C'est toujours une femme célibataire près de chez toi. Cette fameuse... Non, mais le porno, c'est un laboratoire qui expérimente, qui disrupte pas mal quand même, je trouve. C'est le point disruption. Le deuxième point, c'est que... Alors, moins bien, c'est que le numérique, ça a quand même énormément désacralisé le porno. Comme le dit Orelsan, on peut se faire Ouija en moins de 5 minutes avec Kimul, et c'est vrai, il y a encore peu de temps, l'accès au porno était beaucoup plus compliqué que depuis qu'on a des smartphones et des vitesses de connexion c'était le premier samedi du mois sur Canal+. Et le dimanche soir sur M6. Pour les plus timides. 100% foot. Oui, mais le dimanche soir sur Canal+, c'était de l'érotique, c'était pas... Et du porno. Je vais y venir. Le troisième point, qui a été dit par je sais plus qui, c'est que derrière la catégorie amateur qu'on voit sur les sites de porno, il n'y a
que très peu d'amateurs. Par contre, c'est un créneau qui fait le plus de clics. Je pense que si je vous dis canapé, chauffeur de taxi, agent immobilier, tout le monde a au moins vu une vidéo avec ces 3 notions parce que c'est non, jamais. Jamais de vidéo avec un canapé? Non, jamais. Non. Ok. Tu fais partie des 40% qui montent. Et même le site Jackie Michel, qui alors à la base était assez amateur et qui maintenant a plus rien d'amateur, mais qui joue toujours sur cette notion de fait à la maison. En fait, parce qu'aujourd'hui, de l'amateur dans le porno, tel qu'on nous le propose, c'est juste des pros qui prennent des artefacts de l'amateurisme avec des mauvais cadrages, du mauvais jeu d'acteur. Qui s'habillent comme dans les années 80 et qui prennent des accents du terroir. Exactement. Ouais, mais c'est justement aussi un des trucs qui change. Alors, pour revenir là où tu disais, il y a quand même une scène amateur qui émerge, etc. Pour citer Emmerich, il faut savoir, il ne faut pas confondre pornographie et érotisme. Et tout ce que tu décris dans le vrai amateurisme, je trouve que ça ressemble beaucoup à de l'érotisme. Donc l'érotisme, c'est évoquer la sensualité, hein. C'est pas montrer l'acte, mais c'est le suggérer. Les camgirls, c'est quand même. Je mettrai pas les. Ouais, mais je parle pas des camgirls, mais je parle de tout cet effort qu'entreprennent des personnes pour rendre des corps beaux, en fait, des corps nus beaux. Tout ce que décrivait Lismel, ça me faisait beaucoup penser à de l'érotisme, mais pas de la pornographie, en fait. Et grâce à ce nouvel érotisme, il y a quand même des gens qui peuvent, et des vrais amateurs, qui peuvent publier du contenu érotique sans forcément montrer leur tête et du coup sans craindre le contre-coup d'une révélation dans la sphère publique, familiale ou de l'entreprise. Et je trouve qu'effectivement, si tu veux aller chercher des vrais gens, les fameux gens, c'est dans cette sphère de l'érotisme qu'on peut trouver sur Tumblr et autres que tu dois aller. Alors, je pense que tu as raison, Désolé d'avoir été long. Où... Non. Je pense que tu as raison, il y a des gens qui restent dans l'érotisme, dans le côté hyper esthétique, mais en fait, j'ai un peu aussi l'impression que la frontière entre érotisme et porno, elle est de plus en plus floue et qu'il y a de plus en plus de gens qui n'hésitent absolument plus à franchir le pas. Typiquement, dans l'un des studios très alternatifs dont je parlais, de Vex Ashley, Elle, c'est une pro, elle embauche des pros pour certains des tournages, mais il y a aussi plein d'amateurs qui interviennent. Ils vont faire un seul film, ça va être un one-shot, mais c'est des vrais amateurs, quoi. Alors d'accord, peut-être que c'est ça beaucoup reste plus du porno niche quand même. Ah oui, non, mais c'est du vrai porno, hein, il n'y a absolument aucun doute sur la question. Mais peut-être... Alors après, c'est peut-être moi qui... Enfin, j'ai pas non plus une vue globale sur toute l'industrie du porno, donc peut-être que c'est plus niche que ce que j'imagine, quoi. J'enregistre ton désaccord. Si vous voulez, j'ai un peu de data, parce que pendant que vous parliez, j'ai travaillé. Je suis parti faire des courses. Mais pour montrer un peu, en fait, ce que tu parlais, Lismel, de l'attrait du tag amateur sur les tubes, en fait, j'ai vérifié, c'est un des tags les plus importants et les plus populaires. Et par exemple, sur Xhamster, il y a près de 1 million de vidéos avec le tag amateur, alors que, par exemple, en comparaison, il y a seulement 300 000 vidéos pour le tag teen, qui aussi est très, très populaire. Et si on convertit, en fait, en millilitres d'éjaculat... Oh non. C'est pas toi qui avais peur de ce que les gens allaient imaginer. On peut dire que chaque vidéo, chaque vue se termine par une éjaculation et que chaque vidéo a été vue en moyenne, on va dire 1000 fois. Ça nous donne, j'ai compté, ça nous donne 1 million de litres. Non, 3 millions de litres. 3 millions de litres pour le tag amateur sur Xhamster. Arrêtez-le, je s'il sais vous pas plaît. Ce qu'on peut rajouter Non, dis rien. Merci François, merci. Allez, je vais faire très court moi pour terminer, étant donné que on arrive à la fin de la vidéo de la chronique. Et parce qu'en fait quasiment tout ce que je voulais dire a été dit, donc je vais répondre très rapidement aux deux questions. Qu'est-ce que le numérique a apporté de bien au porno ? Eh bien plus de possibilités de créativité. Ça a apporté aussi l'économie participative.
qui fait que du coup, je réponds un petit peu à la deuxième question, est-ce que les amateurs peuvent prendre le pouvoir ? La masse des amateurs, justement, va peut-être ceux qui veulent faire ça et gagner leur vie avec, et devenir du coup des professionnels, mais en partant vraiment de l'amateurisme, peuvent s'en sortir. Et vu qu'il y a je pense une plus grande masse d'amateurs que de professionnels, au final, statistiquement, il y aura forcément des contenus qui vont sortir, qui seront d'une qualité égale, voire supérieure en termes de production à ce que peuvent faire des professionnels, on va dire la moyenne des professionnels. Et donc, je pense que oui, les amateurs vont pas forcément prendre le pouvoir, mais comme tu disais, tirer un petit peu vers le haut la production professionnelle. Voilà. Et bien avec là-dessus, on va terminer et passer au tweet post-like. Tweet post-like, on sonne la fin de la récré. J'espère que vous avez tous bien travaillé et préparé vos tweets post-like et que vous n'allez pas me faire des recommandations. Non, c'est tout choisi notre meilleure vidéo porno sur YouPorn. Que votre chien a vomi ce matin. Alors, figure-toi que je n'ai pas de tweet post-like. J'ai quand même un mec qui dans ses recos me dit qu'il faut manger des légumes dans un autre podcast, alors te plains pas. Loise. Alors, tweet post-like. Mon tweet post-like, c'est un cri d'énervement contre Monsieur Pépi. Contre Monsieur Pépi. Contre Guillaume Pépi, qui j'ai mis énième fois, parce que je ne sais même plus combien de fois ça a été annoncé, nous promet le Wi-Fi dans les trains de banlieue. Donc les RER et les Transiliens en région parisienne. Et du coup, mon tweet post-like, c'est un tweet de Kokobé qui a fait un montage de plusieurs de ces annonces, parce que depuis 2014, on nous promet d'avoir de la 4G et du Wi-Fi dans les transports en commun parisiens. Alors la SNCF a mis l'accent plutôt sur les grandes lignes et ne l'a pas forcément rendu gratuit. Et c'est pas sur toutes les lignes, de mémoire, c'est que sur le TGV Est et le Paris-Lyon. Je sais pas si ça va jusqu'à Marseille. Mais moi qui a une famille qui vit en Normandie et qui prend le corail, je ne suis pas prêt de pouvoir regarder du porno en 4K dans le train grâce à la SNCF. Ok, donc après le mec qui habite en Pologne et qui dit qu'il vote en France, le mec qui habite en Suisse et qui se plaint des transports parisiens, c'est ça ? Non, je me plains de la SNCF. J'ai essayé de trouver une carte qui dit dans quelle ville avons-nous le Wi-Fi dans les transports en commun. Parce que dans beaucoup de villes en Europe où je suis allé, il y a. À Moscou, il y a. À Prague, il y a. À Madrid, il y a. À Barcelone, il y a. Et en Suisse, il y a. Et à Paris, il n'y a pas, quoi. Enfin, à Paris, on est quand même des putains de cassos pour avoir du Wi-Fi gratos dans les transports en commun, quoi. Alors c'est la qu'en faute à 2018, Emmanuel. c'est pas non plus une contrainte technologique folle. C'est la faute à Macron, voilà. Macron ne décide en rien de ce qui se passe dans la municipalité parisienne, dans la région Île-de-France ou dans l'entreprise de la SNCF. Il décide un peu en supprimant la taxe d'habitation, mais c'est un autre débat. Merci Loise. Sous X, quel est ton tweet post-like ? Alors moi, c'est un gros tweet like d'une certaine personne qui s'appelle Laetitia Castois sur Twitter et qui nous a fait un tweet qui m'a fait beaucoup rire où elle dit sale journée, virgule, mon ex s'est fait percuter par une camionnette jaune et moi, j'ai perdu mon job à la poste. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Attends, est-ce que ce serait lié ? Je pense qu'il doit y avoir une corrélation entre les deux. Mais il n'y a plus de camionnettes jaunes à la poste. Si, encore. Si, il me semble. Ah, ils sont pas en Segway maintenant ? Pas tous. Hein. Ah, d'accord. Pas dans les villages, dans les zones rurales. Alors moi, mon tweet post-like, c'est un tweet du musée américain d'histoire naturelle qui nous rappelle que si on peut manger du guacamole aujourd'hui, c'est grâce aux paresseux géants qui, à l'époque préhistorique, se baladaient en mangeant des avocats et digéraient et grâce à leur digestion perçaient les graines des avocats et permettaient de disperser ces arbres un petit peu partout dans la nature. Et c'est donc grâce à eux que les avocatiers ont pu se répandre dans les forêts. Putain, c'est trop cool. Donc merci les paresseux géants qui faisaient 15 pieds de haut, c'est-à-dire... à peu près 5 mètres. 5 mètres. Moins. Et d'ailleurs, tu peux recommander ce musée parce qu'il est
super bien. La science, c'est bien la science. C'est toujours beau. Flashty, Oui. quel est ton tweet post-like ? Alors, mon tweet post-like, c'est un tweet de Baptiste Bérard-Proust, @d6bbp, qui écrit « Sachez que si un jour vous postulez chez Combini et qu'à un moment vous avez osé donner un avis ou enquêter sur une publication ou un article douteux, la directrice de com ou le rédac-chef peuvent vous balancer et tenter de vous humilier. Quelle tristesse, c'est dommage. » En fait, Baptiste Bérard-Proust, en fait, il réagit à un tweet d'Ariane Vincent qui, après qu'un journaliste d'Arrêt sur Image ait fait une enquête sur une interview un peu complaisante de notre cher président adoré Emmanuel Macron, elle a répondu à ce journaliste qui avait fait l'enquête. Alors... Hey Robin Adrika, est-ce que la team d'Arrêt sur Image sont au courant que tu as postulé le 22 novembre dernier pour venir bosser chez Combini ? Et en fait, apparemment, c'est une pratique régulière de Combini de se ressortir qui a postulé chez eux quand une personne essaie de les critiquer. C'est pas très gentil. Bah, c'est pas très Charlie, ça. C'est pas très classe, ouais. C'est Combini, c'est pas Charlie. Et enfin, François Courtis, quel est ton tweet post-like ? Pour rester dans le thème de la deuxième chronique, c'est une conférence de Stéphane des Aulnois, qui est donc le fondateur du site Le Tag Parfait. Et dans cette conférence donnée pour Web Today, il nous explique en fait le concept des webcams porno, le modèle économique, comment ça marche, etc. Comment justement les amateurs se sont lancés grâce à ce modèle, grâce à ces plateformes. Et comment aussi, par exemple, ce système de webcam sur un modèle freemium est aussi utilisé par le non-porn, par exemple en Corée. Voilà. Merci François. Et c'est donc là-dessus que nous concluons l'émission. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles sur iTunes. D'ailleurs, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez nous entendre, vous pouvez nous les suggérer dans un commentaire 5 étoiles et promis, on se penchera dessus. Si vous souhaitez réagir et pourquoi pas intervenir comme l'Ismail dans une prochaine émission, faites-nous signe. On est présent sur Twitter et Facebook, @École des Facs. Et comme l'a dit Souzix, on est maintenant sur YouTube, l'École des Facs podcast. Et je n'ai toujours pas rattrapé mon retard. C'est pas grave, c'est pas grave. Et à 1 million d'abonnés, sous X fait un striptease. C'est pas ce qu'on avait dit ? Ah merde. Non, sérieusement, faites comme l'Ismail. Ouais. Vous pouvez également retrouver les liens de l'émission sur notre site écoledesfacs.fr. Avant de laisser le mot de la fin, je tiens à te remercier, l'Ismail, encore d'être venu. Surtout avec un tel sujet. Bah, merci à vous pour l'accueil. Désolé si des fois c'était pas toujours hyper précis. Non, c'était très bien. Non, mais pas de souci. Merci beaucoup d'être venu. Et où peut-on te retrouver, l'Ismail ? Ne me retrouvez pas, vaut mieux. Franchement, après ce sujet, vaut mieux que sur je vais jouer la carte de l'anonymat pendant un petit moment et on va en rester là. En tout cas, encore merci. Mes amis, je vous laisse le mot de la fin. Vive les startups. Tine. Non, amateur. Interracial. Chacun son truc. Allez, à dans 2 semaines. Ciao, bonne soirée tout le monde. Ciao. À la prochaine. Souzix, tu pourras supprimer toute la partie à la fin où j'y détaille. S'il te plaît. Parce que mon patron, il écoute même mes podcasts. Souzix, il fait...